Je peux pas, j'ai meet-up. Mon dernier mardi du mois est réservé. La FUP Nantes m'invite à son meet-up. Je vais apprendre, découvrir et rencontrer. Ça parle API, plateforme, symphonie, DDD, clean code et green it. J'en apprends à chaque fois. C'est fait pour toi et moi. Je peux pas, j'ai meet-up. Mon dernier mardi du mois est réservé. La FUP Nantes m'invite à son meet-up. Je vais apprendre, découvrir et rencontrer. Autour d'une collation et d'une boisson, je discute avec les participants et les speakers. Ça me donne envie d'en savoir plus. La prochaine fois ça sera peut-être moi le speaker. Je peux pas, j'ai meet-up. Mon dernier mardi du mois est réservé. La FUP Nantes m'invite à son meet-up. Je vais apprendre, découvrir et rencontrer. Alors, j'aime bien venir à un meet-up PHP et pas beaucoup parler de PHP. Mais en vrai, qui fait un peu de JS de temps en temps? Parce qu'en tant que dev de PHP, il n'y a pas trop le choix. Ok. Qui fait du TypeScript? Ok, il y en a quelques-uns aussi. Donc ce soir, je vais vous parler de Phaser, effectivement, qui peut, on peut coder en JS, en TypeScript. Et puis après, naturellement, on peut aller questionner des API. Et même si vous codez un jeu, aussi solo soit-il, vous aurez peut-être envie de monter des stats, faire un petit classement de joueurs, etc. Donc, ok, je vais pas beaucoup vous parler de PHP, mais naturellement, on est sur du web. Et on va en parler. Juste avant, rapidement, c'est mon curseur peut avoir un droit, c'est juste que j'ai initialisé le truc. C'est qui on est le studio Epson. Je dis on parce qu'on est plusieurs, on est venu en force ce soir. 3 de l'équipe sont là et on a été monté une USN, on existe depuis 2007. Donc on fait du service web, beaucoup de développement de grosses applications avec aucune IA dedans. Ou des IA à l'ancienne, comme on le fait dans les jeux, avec beaucoup de conditions. Et depuis quelques années, on s'est lancé dans la création de jeux vidéo. On n'est pas à Nantes, on est à Abaret. Alors, j'ai quand même essayé une carte d'Europe pour vous situer à Abaret, même si en vrai, à Nantes, ça le fait. Mais je me suis dit, il y aurait une rediff sur Internet, donc c'est bien de les aider à s'y pas Abaret. Donc, c'est là. Mais en fait, mon logo, il est trop gros, ça mange Nantes, quoi. On est juste entre Nantes et Rennes, pour la blague. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Depuis quelques années, on s'est lancé dans la création d'un jeu vidéo. C'est un MMO de stratégie. Donc, vous avez le titre, ABC Defender, et il mélange du 4X, du RTS et pas mal de PHP pour le back-end. En fait, il y a beaucoup de PHP derrière ce projet. Très rapidement, qu'est-ce que c'est? Un jeu mobile et PC. Vous incarnez un Octali, c'est un petit poulpe que vous pouvez voir ici. Et c'est l'animal le plus intelligent d'une planète qui s'appelle Abyssus. Et vous avez pour mission d'explorer le monde autour de vous. Donc, c'est un jeu de stratégie classique d'exploration, de récolte de ressources, de territoire, forger des alliances et jouer avec les autres joueurs ou les combattre. Voilà, un petit jeu de stratégie sous l'eau, sans humain, inspiré de jeux des années 2000 ou un peu plus récents, à la frontière entre civilisation et Clash of Clans. On a aussi développé un autre petit jeu qui va être plus proche encore de ce que je vais vous présenter ce soir. ABC Scroll, pour la Fun Fact, on l'a codé en une semaine avant le forum PHP il y a 2 ans. À une semaine du forum, on était sponsor, on s'est dit, mais en fait, on pourrait faire quoi à part leur montrer le projet qu'on a dans notre tête et qui n'était pas encore codé. Et du coup, on a développé ce mini-jeu. Je crois qu'il y en a qui nous ont un peu voulu, en fait, parce qu'ils ont passé plus de temps à essayer d'améliorer les scores que d'écouter les confs. En gros, sur un PHP, c'est 600 à 700 personnes. Il y a 2 ans, on a 40% des gens au forum qui ont joué au mini-jeu et certains ont vraiment passé beaucoup de temps à essayer de performer. On a eu le plaisir d'être dans une newsletter de Phaser, ce qui est cool. Ils éditent une newsletter toutes les semaines, donc c'est beaucoup de contenu. Et on a été mis à l'honneur sur leur dash Twitter en début d'année. Ouais, petit clin d'œil sympa sur ce projet de jour.
Petite équipe, voilà, rapidement, même si c'est une grosse présentation, mais comme ça vous place un cadre. On quitte un peu les IA pour aller un peu vers le jeu vidéo. Et vous avez d'ailleurs plusieurs images ici qui sont tirées du forum PHP, entre autres. La semaine dernière, il y a Justin, on était à l'Art to Play aussi, et on présentait ce genre de choses. Concrètement, ce soir, je vais surtout vous parler de Phaser. Phaser.io, c'est un moteur de rendu sur le web. Donc, ça va vous permettre de créer un jeu dans votre navigateur sans installer quoi que ce soit, à part, euh, à part une dépendance à la librairie chez eux. Ce qui est pas mal avec cette librairie, c'est ce que j'ai à la fin, elle n'a qu'une seule dépendance. Je sais pas si vous avez déjà installé ou joué avec React ces derniers temps. J'ai refait le test en juin parce qu'on dit toujours que quand un npm install, c'est un peu dangereux. Et j'ai fait juste un install de React de base, le template de base. J'ai fait un petit audit, j'avais 4019 dépendances d'installer sur ma machine. J'ai fait la même avec Angular, ils sont en commande gourmande, c'était 2645 dépendances. Voilà. Shazer, vous l'installez, il y a une dépendance. Alors, en mode dev, il y en a un peu plus parce que vous avez besoin d'avoir des outils dev et tout. Mais quand vous mettez en prod, il n'y a qu'une seule dépendance. En plus, Event Emitter, c'est une dépendance qui est vraiment super. Ça a un peu plus de 10 ans, ça a 11 ans déjà, plus de 500 contributeurs. C'est un moteur de rendu qui se professionnalise de plus en plus. Bien sûr, il n'est pas au niveau de Unity ou Unreal, mais vraiment, aujourd'hui, ils ont même un éditeur qui permet de faire du no-code pour ceux qui veulent créer un jeu vidéo sans connaître le développement. Je crois que ça s'appelle Caesar Studio. Et en plus, il est installable sous Linux, Windows et Mac. Plutôt sympathique. Sur Itch.io, si vous voulez voir des exemples, je passe rapidement, mais vous avez déjà plus de 3800 jeux qui sont dessus. Pendant un bon moment, on pourrait dire que que comme vous le savez, Flash est mort il y a pas mal d'années en arrière. Et en fait, Phaser a été la reprise d'un projet open source, c'est toujours un projet open source, qui a permis de créer à nouveau des jeux sur le web. Donc très certainement, si vous avez joué à des mini-jeux, quelle que soit la plateforme, dans un navigateur, il y a de fortes chances que de temps en temps, c'était Phaser qui était derrière. On va rapidement passer sur comment vous installez Phaser. Tout le monde connaît NPM, au moins de nom. Qui utilise Yarn? Ok, waouh, c'est cool. Bon, c'était juste pour dire, c'est mieux que NPM si vous ne connaissez pas encore. Mais vous êtes pas mal à connaître, c'est très bien. Et c'est aussi simple que ça. Voilà. Une fois que vous avez Yarn, la commande existe pour NPM, hein, si vous ne voulez pas tester Yarn. Mais en tout cas, vous avez juste à taper ça aujourd'hui avec Yarn. Donc, vous mettez sur votre dossier, vous tapez ça et il va vous proposer un petit template très sympa. Il va vous poser quelques questions, comme ça se fait beaucoup dans beaucoup de projets JS sur le Ruby. Et c'est vraiment top. Là, dans mon cas, j'ai choisi Vite pour load reload et toute la compilation. Et puis TypeScript pour pouvoir coder. Mais en vrai, il y a pas mal d'options. Je vous invite à les explorer. Une fois que vous avez fait ça, vous avez déjà un projet clé en main avec déjà des premières scènes, un petit menu, un micro-jeu. Alors, vraiment micro-jeu, hein, je crois qu'on doit déplacer un rectangle. Mais vous avez la base de la base pour rentrer dans l'univers de la création des jeux vidéo. Et puis voilà, et puis après, comment le lancer? En fait, la commande classique, vous tapez yarn dev, et ça y est, vous pouvez commencer dans votre navigateur à tester votre nouveau jeu. Vous avez un système de hot reload si vous faites déjà des projets JS, ou si vous avez joué avec Symfony encore, tout ce genre de choses, les hot reload, ça peut vous parler. Il y a des gens à qui ça parle pas, hot reload? Ok. Simplement, l'idée, c'est qu'en fait, vous faites des modifs dans votre IDE et directement dans le navigateur, dès que vous avez sauvegardé le fichier, ça recharge. C'est assez classique aujourd'hui, mais c'est fait de façon de plus en plus profonde, c'est-à-dire qu'il n'a pas forcément besoin de recharger tout le projet. Ça dépend comment vous configurez des petites choses. Très rapidement, vous avez donc 4 scènes, une scène de chargement pour vos assets, une scène de démarrage, une scène d'écran de jeu, et puis un petit game over. Donc, une commande à taper, vous pouvez le faire ce soir en rentrant, et ça y est, vous pouvez déjà jouer avec votre premier jeu. Il ne fera pas grand-chose, mais ça vous permet de comprendre le concept. On va aller un peu plus en profondeur, on va très rapidement entrer dans un petit peu de code, et je vais vous expliquer un peu les concepts. L'idée, c'est vraiment de vous montrer tout ce qu'on peut faire avec Phaser, ou presque tout,
parce que c'est naturellement beaucoup trop dense pour... on n'a pas assez de temps devant nous. Et puis, ça sera plus sympa de découvrir par vous-même, et je vais vous en expliquer les grands concepts. Vous avez donc plusieurs fichiers et plusieurs scènes qui vont être organisées. Je vais passer rapidement dessus. En vrai, juste le concept de scène, parce que c'est vrai que je vais en parler plusieurs fois. Il faut imaginer que c'est comme un écran, c'est un peu comme une page web, on pourrait le dire. Et c'est là-dedans que vous allez organiser votre mini-jeu. Et vous pouvez très bien superposer les scènes les unes devant les autres pour avoir une scène de HUD avec la vie ou les armes ou je ne sais quoi. Et une scène tout au fond qui peut être le décor qui bouge par gros. Chaque scène va avoir une caméra, vous pouvez en ajouter d'autres et vous pouvez faire plein de choses là-dedans. Et de façon classique, dans la vie d'un jeu vidéo, vous allez avoir un petit cycle de vie. Chargement de la page, vous avez un preload. Vous avez un create qui va vous permettre de créer tous vos premiers objets dans votre page. Et vous avez la méthode update qui va être appelée 30 à 60 fois par seconde en fonction de votre jeu. Mais donc, tout ce que vous allez avoir envie de faire pour rendre quelque chose dynamique va devoir être appelé dans cette méthode update. Si on rentre rapidement dedans par curiosité, lorsque vous allez installer la première fois, vous allez retrouver déjà tout ça. Vous avez le ZIS qui est simplement votre scène. Vous avez un point qui est un genre de petite factory qui vous permet de piocher dans tous les composants qui existent. Là, par exemple, on voit qu'il y a une image qui est ajoutée, il y a un logo qui est ajouté. En dessous, on voit qu'il y a un texte qui est ajouté. Ça ressemble un petit peu à du CSS, mais il ne faut pas se faire avoir. C'est pas tout à fait la même syntaxe. Et puis, voilà, notre texte qui est ajouté. On voit à la fin, juste la dernière ligne de code, qu'on lui dit qu'il est interactif. Et ça nous permet de faire un petit peu de gestion des événements. Et donc, ça va permettre simplement que le texte soit cliquable et que quand on clique sur le mot start, voilà, on est ici, et bien en fait, on va pouvoir entrer dans la scène game. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Et oui, bien sûr, la petite note, pour débugger, c'est comme quand vous faites du web, c'est du JS. Les outils développeurs de votre navigateur vont largement vous aider dans la majorité des cas. Les assets. Quand on est sur un jeu vidéo, on a forcément pas mal d'assets. Donc, ça va être toutes les images, tous les sons, majoritairement. Ça peut être aussi des métadonnées. Et une petite particularité intéressante, c'est que si vous avez fait du web il y a longtemps, vous avez certainement utilisé ce qu'on appelait des sprites. La première version de Google était comme ça, où en fait, dans une seule image, il y avait toute l'UI de Google qui était dans cette image. Et sur le web, pendant longtemps, il était recommandé d'essayer de faire des sprites et puis d'énerver un peu en CSS pour gérer ça. Il y a un concept qui s'appelle les atlas dans le monde du jeu vidéo. Et en fait, c'est commun à plusieurs moteurs de jeux vidéo. Et Phaser gère très bien les fichiers Atlas. Et le projet Free Texture Packer vous permet, en fait, c'est un petit outil, je crois que je vous ai mis un screenshot, voilà. C'est un petit outil gratuit, Karaï, il marche sur tous les OS, qui va vous permettre de venir piocher les images qui sont sur votre ordinateur, vous les balancez toutes, vous faites quelques réglages, et il va vous fabriquer une seule image, il va vous fabriquer un fichier JSON à côté, et vous allez pouvoir dire à Phaser, charge-moi ça, et vous allez pouvoir utiliser toutes vos images comme si elles étaient toutes seules, comme si elles étaient indépendantes. Et lui, il peut les tourner, il va enlever tout ce qui est autour, etc. Outil très pratique qui, en plus, s'utilise en ligne de commande, ça permet de scripter un peu la génération de ces assets. Et donc, avant de commencer encore à taper nos premières lignes de code, il va falloir charger les assets au démarrage de votre projet. Et ça, c'est pas forcément anodin. Sur l'image juste avant, vous n'avez peut-être pas fait attention, mais là, j'étais une image qui était en 2048 de côté. En fait, si vous essayez d'aller sur des textures trop hautes, par exemple, un PC comme celui-là, qui a une carte graphique embarquée Intel, des images de 3000 pixels de côté, il ne saura pas les charger. Parce qu'en fait, dans un jeu vidéo, quand vous allez charger vos assets, vous allez simplement préloader les images dans la carte graphique. Et votre carte graphique, elle a des limites. Si vous avez un PC plutôt de gaming, les limites, oubliez-les, Phaser, il sera en dessous. Par contre, si vous avez un PC de bureau,
Voilà, la petite image Itch.io que vous avez vue au début. La première fois que j'ai fait une présentation, je me suis fait avoir parce que elle tournait pas sur cette machine, elle tournait sur mon PC de travail et pas sur le partage. Et donc, charger des assets, je vous ai donné des petits exemples rapides. On voit comment charger un logo. En fait, on lui donne une clé et on lui donne le base vers le fichier. Et puis, un atlas, en fait, on lui donne la clé, on lui donne le fichier JSON. Et du coup, là, la clé fishpack qu'on voit à la dernière ligne, en fait, ça va être le nom de notre atlas. Et derrière, on pourra utiliser les noms de nos images telles qu'on les avait importées dans notre fichier atlas. Ouais, petite nomenclature très pratique. Et on va vite voir à quoi ça sert tout ça. On commence à coder un peu. On va simplement, comme je disais, utiliser le add image. On va donner nos coordonnées en X, en Y. Là, je fais un petit raccourci rapide. Je prends la largeur de l'écran, je la divise par 2 pour la largeur. Pour la hauteur, je prends 70% de ma hauteur. Et ça me donne ma coordonnée X, ma coordonnée Y. Je prends mon fichier Atlas, le fishpack, et puis je choisis l'image qui était fiche taille, fiche Excel. Ça nous fait un poisson rouge. Donc, comme je disais, ok, bon, j'allais préparer une démonstration visuelle, mais comme ça. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, vous avez les démonstrations visuelles. Et là, ils ne sont très intéressantes et très importantes si vous travaillez avec Phaser. C'est vraiment l'origine, comprendre ce concept. Par défaut, tous les objets, c'est pas intuitif quand on vient du web. Tous les objets sont centrés sur leur centre, si je puis dire. Donc, il y a cette notion de 0,5,0,5. C'est vraiment le centre horizontal, le centre vertical. Et ça, c'est par défaut. Si vous touchez à rien, tous vos objets seront toujours comme ça. Donc, si vous placez un objet en coordonnées 0,0, bah, en fait, vous allez voir qu'un quart de votre objet. Parce que du coup, 0,0, par défaut, vous avez que la partie en bas à droite. Donc, vous pouvez jouer avec ça. Si vous dites que l'origine, c'est 0,0 et que vous placez en 0,0, ça marchera, du coup. Et en fait, c'est simplement un scan de 0,1. Hein. Et voilà, je vous ai donné quelques exemples. Je pense que vous avez compris le concept. Et c'est vraiment super pratique parce que ça vous permet en fait de ne pas vous poser la question si je vais aligner à droite, si je vais aligner à gauche, etc. En fait, il y a juste à placer l'origine où vous avez besoin et vous allez pouvoir créer des comportements ou induire des comportements sans vous embêter avec des tailles, des paddings, etc. Quand on commence à maîtriser cette origine des pratiques, par contre, on sait avoir au début. C'est pour ça que j'insiste un peu de ça. Et donc, si on n'aime pas l'origine, c'est 0,5, 0,5. Voilà. Ok, on a vu tout ça ensemble. Je vous propose d'aller un peu plus dans le sujet, c'est-à-dire créer notre scène et créer nos premiers objets, parce que la promesse, c'était quand même de coder un jeu vidéo ensemble. Et ça fait 16 minutes que je vous explique tout ça. Donc, comment on peut faire pour coder un jeu vidéo? Donc, déjà, on va travailler dans une scène gay, proposition de démarrage. Et par défaut, il nous a déjà mis une caméra, il nous a mis un background qui a été chopé clé dans nos preloads. Et puis, il y a une petite transparence à 0,2. En vrai, je pense que c'est peut-être moi qui l'ai mise, mais je ne sais plus. Bref, peu importe. Vous avez vu où est-ce qu'on travaille. Donc, on va ajouter une image. Voilà. On a ajouté un petit poisson. Vous connaissez la musique. On donne des coordonnées XY, le pack, le nom du poisson. On peut lui changer sa taille. Il y a naturellement plein de helpers comme ça. Par contre, attention, comme on le voit ici, si la définition en pixels n'est pas super bonne, attention à trop zoomer. C'est comme le web, il n'y a pas de secret. Si vous avez un PNG ou je ne sais quoi, ça va peut-être mal citer. Vous pouvez utiliser des sprites. Vraiment dans le langage, par contre, jeu vidéo, le mot sprite, il est vraiment plutôt dans l'idée, c'est une animation qui est décomposée en X images, en fait. Et du coup, on va pouvoir le charger en tant que sprite sheet et pouvoir induire un comportement de ça. Par exemple, si je dis qu'à la dernière ligne que je veux charger à la span 0, on voit bien que c'est la première de mes 6 images clés. Et si je veux charger la 5, voilà. Donc, on voit bien si j'oscille entre les deux que ce sont ma première et ma dernière image qui sont chargées. À quoi ça peut servir? Ça va servir tout simplement à créer de l'animation et créer une animation de façon assez intuitive et assez rapide. Voilà. Donc là, par exemple, on peut créer une petite animation. On lui donne une clé. On lui donne les frames sur lesquelles elle doit tourner. Donc là, j'ai choisi les frames 3, 4, 5, 4. Et on lui donne une vitesse et puis on dit que la répétition, elle est infinie. Vous avez pas mal de paramètres sur lesquels vous pouvez travailler. Ça fait le job, ça nous fait une petite animation. Ça reste basique, ça reste un petit peu saccadé. Tout va dépendre de
de vos besoins. Et en modifiant soit les frames, soit la vitesse, vous pouvez naturellement changer le type d'animation. Ça nous donne deux petits exemples différents. Pour faire des animations un peu plus complexes, il y a tout un écosystème qui va s'appeler les Twins. Et en fait, c'est un outil vraiment extrêmement puissant qui vaut vraiment le coup de se pencher dessus. Les Twins vont vous permettre d'agir sur quasiment n'importe quelle propriété de vos composants. Et quand je dis n'importe lesquels, c'est vraiment n'importe lesquels. Basiquement, les coordonnées X, par exemple, comme ici. Mais ça peut être aussi, bien sûr, le scale. Ça peut être la transparence. Ça peut être une rotation. Ça peut être la teinte, si vous voulez le coloriser. Bref, n'importe quelle propriété qu'a votre objet, quel que soit le type d'objet, vous allez pouvoir jouer dessus. Et vous allez avoir en plus un ensemble de d'événements qui vont vous permettre en fait de les capturer pour pouvoir refaire des calculs, etc. Ok, on a vu quelques principes, comment faire une petite animation. Maintenant, on revient sur notre petit personnage qui va nous servir pour l'exemple. On a juste besoin de pouvoir prendre en compte le clavier pour détecter ce que je fais avec mon clavier. Et là, il y a plusieurs possibilités. Soit vous allez simplement écouter et capturer les clés, comme vous pourrez peut-être le faire en JS. Soit vous vous mettez dans la boucle update. Et dans cette boucle update, en fait, vous allez pouvoir simplement détecter est-ce qu'une touche est appuyée? Si oui, je déplace mon joueur. Là, j'ai ultra documenté le code, mais ce que j'appelle la vélocité, c'est finalement le nombre de pixels dans lequel je vais me déplacer lors d'un passage. Donc là, c'est vraiment de façon très force brute, sans aucun calcul. Et ça va me permettre, en appuyant sur des touches, de venir me déplacer. Et pour l'instant, je peux me déplacer que horizontalement. Il n'y a aucun calcul ni rien, donc je peux sortir de l'écran et voilà. Donc, naturellement, si on a envie, on peut le faire dans les deux directions. Ça commence à être très verbeux quand même, comme on peut le voir, mais ça fonctionne. Après, comme vous l'aurez remarqué, enchaîner 4 if-else, ça m'empêche de faire de la diagonale parce que, problème de code basique, et puis vous réglez vos problèmes de diagonale. Le problème, c'est qu'on sort toujours de l'écran. Idéalement, il faudrait juste y mettre quelques limites. Ça me permet de vous parler en fait du petit hyper gate bounce qui nous permet en fait de choper le rectangle d'un objet, quasiment n'importe quel objet dans votre scène. Vous allez pouvoir choper son rectangle et ça va vous permettre de faire tout un tas de petits calculs. Donc là, je vais créer un rectangle qui va être simplement le contour de mon écran avec une petite marge que j'enlève. Je vais appliquer ça et puis du coup, je vérifie simplement quand je me déplace que voilà, je ne peux plus me déplacer en dehors des limites et j'ai mis la même chose de tous les cours. Ça reste encore très verbeux et ça me permet de vous parler d'un autre aspect de Phaser, c'est en fait la bibliothèque de maths qu'il propose. Il propose vraiment beaucoup de choses. Il vous propose même des fonctions de calcul de vitesse, des calculs de polynômes, manipulation de vecteurs à n dimensions. Il va vous permettre de faire tout ça et là, ça permet du coup, en seulement 2 lignes, de créer toutes les contraintes et d'avoir un code quand même beaucoup, beaucoup plus digeste. Et Phaser.math contient vraiment beaucoup de choses qui peuvent être pratiques dans vos petits calculs de jeu. On va créer un ennemi parce que avoir un personnage qu'on peut manipuler avec le clavier, c'est sympa, mais avoir des petits ennemis en face, ça peut être plus sympa aussi. Et on va donc créer ma petite classe. On est en entité, pardon. On va créer une classe qui va étendre une image. Tout ce qui est Phaser Game Object, c'est ce qui va vous permettre de... c'est l'ensemble des objets qui sont dans votre scène, pardon. Et donc, en surchargeant l'image, vous allez pouvoir bénéficier du comportement. Vous allez surtout pouvoir implémenter la fonction update et travailler avec. Et du coup, en mettant quelques petits polygips dedans, on va pouvoir charger un ensemble de textures, mettre un petit peu d'aléatoire là-dedans. Et je fasse un petit peu vide sur cette table-là.
voilà, ce qui va vous intéresser, c'est une petite fonction pour faire spawner les ennemis. La fonction update, vous voyez qu'en fait, il y a time et delta, c'est 2 informations. Comme je vous disais, la fonction update, elle est appelée 30 à 60 fois en fonction de la fréquence de votre application et de la puissance de votre ordinateur. Ça pose une problématique assez fréquente en fait en jeu vidéo, euh, qui est qu'il faut dissocier la rapidité à laquelle se passe une action du nombre d'affichages de frames que vous avez à l'écran. Sinon, ce serait facile de tricher dans un jeu en réduisant la rapidité de l'ordi pour pouvoir rendre l'action plus lente. Au premier forum PHP, c'est comme ça qu'une personne a triché et a réussi à gagner, parce qu'on s'était pas protégé contre ça. Et, euh, et elle a avoué sur Twitter après le forum PHP. Euh, et c'est vrai que c'est quelque chose auquel il faut être attentif. Et du coup, Phaser va toujours vous envoyer 2 informations. La première, c'est le temps. C'est le temps qui s'est écoulé depuis le démarrage de votre application. La deuxième, c'est delta. Et ben en fait, c'est le nombre de millisecondes qui sont écoulés depuis le dernier appel de la fonction update. Ça vous permet de savoir si quelque chose est plus ou moins rapide. Là, je vous ai donné un exemple assez basique où en fait, on va simplement enregistrer dans une variable à chaque fois qu'on passe dedans, on la met à 0. Tant que le delta n'a pas dépassé, dans ce cas-là, 2 pour 2 secondes, eh bien, on refuse d'entrer dans la méthode. C'est vraiment un truc tout basique, mais en fait, en mettant en place ce genre de mécanique, vous allez pouvoir vous protéger. Là, c'est vraiment très, très basique. Et là, ça va nous permettre, peu importe qu'on rentre 60 fois par seconde dans la fonction update, on attendra 2 secondes systématiquement pour faire apparaître un petit ennemi. Donc, et faire apparaître en ennemi, je passe rapidement, c'est vrai que ça fait beaucoup de code, mais on voit que j'utilise à nouveau une fonction de maths qui me permet d'avoir un nombre aléatoire en histoire de chiffres. Et, et donc là, j'ai fait un peu de random qui va me permettre de choisir en fait d'avoir des textures un peu aléatoires sur mes ennemis. Et normalement, voilà, ça nous permet de voir nos premiers ennemis qui apparaissent. L'avantage, c'est que vraiment, vous êtes sur un petit dev objet avec TypeScript. C'est facile de surcharger tout ce qui est fourni par Phaser et pouvoir créer vos propres comportements très rapidement. Par exemple, leur demander de faire une petite... je trouve pas le mot en français, mais si, quoi. Sur l'axe horizontal, ça permet d'avoir des ennemis face à nous, comme vous vous en doutez. Et on peut jouer un peu sur la taille, on va mettre un peu de random. Et voilà, une autre fonction de mathématiques qui peut, donne-moi un flottant entre deux intervalles. Et ça nous permet d'avoir des ennemis qui sont plein de tailles différentes. Et tant qu'à faire, on leur dit que l'origine en nits, on va la commencer à 0. On y reviendra plus tard, ça permettra de faire quelque chose. Sous Phaser, il y a 2 moteurs physiques et la conférence, ça aurait été bien trop longue si je vous en avais parlé. Donc en fait, je vais vous montrer comment faire sans moteur physique. Et c'est finalement assez simple. Il suffit de faire un peu violent, mais on va faire du calcul de collision entre 2 rectangles et donc vous bouclez sur plein de choses et vous pouvez prendre des décisions par rapport à ça. Donc on a nos petits poissons qui vont pouvoir apparaître. Et voilà, on va commencer simplement dans la classe ennemie. On va lui dire, en fait, à chaque fois qu'il y a un cycle d'update, tu vas avancer. Donc ça nous permet de les faire avancer. Cela dit, c'est un petit peu monotone. On pourra agiter un petit peu de scale en fonction de la taille, enfin les vitesses en fonction de la taille. Comme ça, les gros poissons avancent lentement, les petits poissons avancent beaucoup plus vite. Pour rendre tout ça un peu plus animé aussi, et surtout être moins gourmand en mémoire, on s'assure... Alors là, en fait, je ne voulais pas expliquer, mais le rectangle noir représente un écran fictif. Donc du coup, quand les poissons ennemis sortent de l'écran, on les supprime. Et l'origine 0 de tout à l'heure nous permet de les faire spawner à 1 pixel à droite de l'écran et de s'assurer qu'ils ne soient jamais visibles au moment où les avait. Du coup, on arrive à générer tous nos poissons qui viennent de la droite, les gros qui dépassent simplement, les petits assez rapidement. Ça manque un tout petit peu de réalisme. On pourrait ajouter juste un petit peu de vélocité verticale. Par contre, on va rapidement scaler et faire un petit peu, je passe rapidement, voilà. Avec une petite limite haute, une limite basse, ça nous fait un espèce de similis.
Et en tout cas, une course mise au égal, parce que je suis pas sûr que ça définisse. Et on a bien les petits qui vont vite, les gros qui vont lentement. On a un début d'animation. On a un personnage qu'on peut déplacer, on a des ennemis en face. La finalité, ça va être de tirer sur ces ennemis avec des petits projectiles et d'ajouter voilà, sur la barre espace, on va détecter ça. On va le faire rapidement ensemble. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire on va détecter que la barre espace elle est appuyée et on va avoir une vitesse de tir. Donc si j'appuie sur la barre espace, ouais, je tire des petits missiles, mais si je spam la barre espace, pour l'instant, je peux pas faire grand-chose. Si on raccourcit un peu les temps, voilà, déjà mes petits projectiles vont plus vite et je peux appuyer autant de jeux. En vrai, j'ai vraiment pas fait grand-chose, mais quand on commence à combiner tout ça, ça nous permet d'avoir un premier personnage qui peut déplacer et qui peut tirer dans l'espace. Très bien. Toujours intéressant de voir la fréquence de rafraîchissement, de voir les conséquences du projecteur à tout ça. Pour donner un peu plus d'effet, on peut ajouter des traces. Allez, j'en ai un avec cette fréquence de rafraîchissage. Ah, c'est pas ça. Une petite astuce en termes de game feel en développement de jeux vidéo. Le meilleur moyen de savoir si une action est assez explicite en termes de game feel, c'est au moment où vous faites l'action. Faites un screenshot ou une photo. Et en fait, est-ce que si vous montrez cette photo à un inconnu, il comprend l'action qui est en train de se passer dans le jeu? Si je mettais pas la petite traînée là qui est calculée derrière, qui est très bêtement, vous voyez, je fais un twist. En fait, je duplique mon objet, je fais un twist, et puis je lui dis que pendant 100 millisecondes, il va petit à petit s'atténuer pour être à un SA à 0. Et le scale qui va passer de 1 à 0. Et puis quand il a fini, il se détruit. Je fais juste ça. Et ça permet d'ajouter une petite traînée. Si on faisait un screenshot, on comprendrait que l'action est en train de tirer. Si on était à l'étape d'avant et que je faisais un screenshot, on verrait juste des billes qui se baladent dans l'écran. Ça serait pas forcément intuitif qu'elles sont en train de tirer depuis ce petit poste. Donc pensez-y. Le screenshot pour vérifier les actions, c'est une bonne façon de voir les choses. Et du coup, maintenant qu'on a un petit peu poisson... Alors, juste un truc que je vous ai pas montré, mais un peu de random que j'ai ajouté aussi, c'est que si je tire maintenant, j'ai mis un peu de random vertical, parce que c'est quand même dur de toujours tirer vraiment face à nous, et puis ça ajoute une petite difficulté pour le joueur. Bien sûr, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais je suis déjà à 30 minutes. Et du coup, on va petit à petit arriver à la fin. Et idéalement, pour que votre jeu soit complet, vous pouvez ajouter un système de vie, un peu de réception des dégâts pour les ennemis. Il faut vérifier si un projectile touche un ennemi. Donc ça veut dire faire des tests de collision. Et puis aussi, voilà, améliorer le game feel, ajouter du feedback. Donc vraiment, ce retour visuel qui va faire que l'utilisateur va comprendre, le joueur va comprendre qu'il a touché une cible, ou peut-être qu'une cible vous a touché. Et puis, ajouter un peu d'animation quand les ennemis sont dedans. Voilà, beaucoup de choses qu'on pourrait faire. On pourrait ajouter des effets sonores, ajouter un système de score pour récompenser le joueur. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, si vous savez coder des applications en PHP, juste avec les bases que je viens de vous dire ce soir, et puis en lisant un peu la doc, demain, vous pouvez coder un mini-jeu vidéo comme ça. Ça vous prendra quelques heures. C'est assez fun à faire en side project et ça peut donner des idées. Très rapidement, voilà, quand on n'a pas de moteur physique, et ben on doit le fabriquer soi-même. Donc vous créez une petite méthode, vous bouclez sur tous les projectiles de votre scène, vous bouclez sur tous les ennemis de votre scène, et puis vous vérifiez si les rectangles ils se croisent. Et voilà, ça bouffe un peu d'énergie, surtout si vous le faites 30 ou 60 fois par seconde. C'est pour ça que les moteurs physiques peuvent faire un petit peu d'optimisation de calcul. Mais basiquement, en vrai, pour un premier jeu, ça marchera très bien. Ça donne quoi? Ça veut dire qu'en fait, si je teste un peu ma démo, j'ai des poissons qui sont là, et normalement, si je me débrouille, j'arrive à en tuer un. Oui, voilà, donc j'ai une petite animation sur la mort. On voit que du coup, j'ai ajouté un petit système de score sur le côté gauche. Et puis, j'ai ajouté un petit feedback si je me prends en poisson. Voilà, je me prends des dégâts, on découvre que du coup, j'ai barre de vie qui vient d'apparaître.
Et à chaque fois que je me fais toucher, je dois prendre des dégâts. Je vais essayer quand même de descendre un petit peu. Mais en vrai, c'est pas si facile que ça. Et puis, ça pourrait être assez long de vous montrer comment ça marche. Je pense que vous avez tous compris la démo. Il y a vraiment moyen, en termes de game feel, de faire beaucoup de petites choses toutes bêtes. Voilà, le fait que le poisson se transforme en petit squelette quand il meurt, qu'il descende, qu'il part dans les limbes, le fait de faire un check de la caméra à chaque fois que je me prends un dégât. Tout ça, c'est des petites choses qui vont, avec peu de dev, vraiment de votre part, juste un peu d'astuce, va embellir en fait le gameplay et la sensation pour le joueur. Comme j'imagine que vous n'avez pas envie d'attendre trop longtemps pour manger et boire, mince, je voulais vous montrer un petit truc. Merci. Merci. J'avais prévu un petit cheat code à 30% de vie, mais je me suis fait avoir, fait aller trop vite. C'est pas grave. Merci à tous. J'espère que ça vous aura donné envie, en tout cas, de découvrir ce type d'univers. Pour ceux qui sont intéressés, ce QR code vous amène sur ce site internet pour découvrir notre projet. Sachez que vous pouvez vous inscrire gratuitement à la bêta de notre jeu. Elle n'est pas encore sortie, mais le jour où ça sort, vous serez dans les premiers à recevoir un mail. En vrai, on va commencer les premiers playtests à Noël, si tout se passe bien. Ils sont fermés, vous n'y aurez pas encore accès. Mais courant printemps, une bêta semi-ouverte va arriver petit à petit. En tout cas, tous ceux qui sont inscrits sur la newsletter seront les premiers à être informés, à avoir des tickets pour se connecter à la bêta. Merci encore. J'ai amené quelques goodies que je vous laisserai sur la table pour ceux qui sont intéressés. Des petits marque-pages et des autocollants. Voilà. Question? Oui. Je pense que question intelligente. Ah bah oui. En fait, il y a le spam du bête en fait qui m'interpelle et je suis pas développeur front etc. Mais est-ce qu'il manque pas de la réactivité fait que j'ai un cliqué parce que c'est un jeu parce que parce que les interactions euh, je peux pas créer des réactions justement entre les objets ou c'est pas du principe de base d'un jeu. En fait, il y a vraiment les deux qui sont en parallèle. C'est une très bonne question. Il y a vraiment ce concept-là, c'est-à-dire qu'il y a une chose qui peut être, et là, c'est pas forcément ce que j'ai mis en avant moi, qui sont effectivement, tu détectes qu'il y a une touche qui est appuyée, et quand la touche est appuyée seulement, tu fais quelque chose. Et tu ne vas pas dans tous les cycles de vie de l'appli lire est-ce que la touche est en train d'être appuyée. Et du coup, il y a vraiment ça à côté. Le cycle de vie, en fait, c'est ta fréquence de rafraîchissement. Mais la majorité des jeux ou des moteurs de jeu, ce qu'ils font derrière, c'est vraiment à chaque frame, c'est recalculer qu'est-ce qui est en train de se passer. Et après, il y a toutes des couches d'optimisation qui font que tu as moins à gérer ça. Mais toute ta gestion de collision, tu n'as pas expressément besoin de la faire dans la fonction update comme je l'ai fait moi, en fait. On est bien d'accord. Tout à fait. C'est vraiment deux choses différentes. Là, je le fais pour simplifier, pour aller vite. Mais en vrai, ta gestion des collisions, est-ce qu'en la faisant une fois tous les 10 cycles d'affichage, est-ce que ça serait pas suffisant par rapport à la réactivité que tu veux, par rapport au gameplay du jeu, etc. Je sais que par exemple sur des petits roguelikes ou des petits jeux de combat de rue, par exemple, l'IA des bots, bien souvent, elle va être mise à jour. Enfin, l'IA qui va se dire sur quel ennemi je me focus, généralement, elle est mise à jour que tous les 10 ou tous les 20 cycles de vie, en fait. Parce que ça fait beaucoup de calculs, quels sont les ennemis en fonction, etc. Ça dépend de la taille du jeu, ça dépend du moteur qui est derrière, mais il y a vraiment... C'est un peu inhabituel pour un dev web, en fait, au début. Et en vrai, je dirais presque qu'en fait, quand on dev en PHP, on a aussi cette habitude-là, parce que quelque part, quand on dev en PHP, on sait que le cycle de vie de notre appli redémarre à zéro à chaque requête HTTP, d'une certaine manière. Et en fait, il y a un peu ça où il y a un état à gérer d'un côté, et pendant que toi, tu as du code métier qui va être déclenché de temps en temps en fonction de certaines choses et qui va mettre à jour des états, et ben, tu as besoin d'afficher, de calculer une nouvelle image toutes les 1/30 de seconde, en fait, théoriquement. Donc, il y a deux espèces de cycles de vie qui peuvent être vivus en parallèle, et plus tu seras capable de les vivre en parallèle, et ben, plus tu arriveras à optimiser ton jeu d'une certaine manière. Donc, c'est pas le meilleur modèle que j'ai montré, c'est un modèle un peu simpliste pour aller plus vite, quoi. Ouais. Je pense que c'est un peu libre, mais question à propos de la séance de rafraîchissement et du temps. Parce que tout à l'heure, je me fait que
tu affiches la date là-dessus. Et tu déclenches tout qui est rendu qui est associé. Ça c'est. Alors, en fait, C'est sûr que ça se déclenche. ouais, Phaser nous propose de le gérer, en fait, de le contrôler. Donc, ça veut dire que soit tu peux lui demander, mettons en mode do while, et si tu as le processeur pour en faire 200, t'en fais 200. Par contre, si tu l'as pas, bah, il en aura que 5 et là, ça peut être un peu lent, ça peut saccader, etc. Mais on peut choisir le FPS, un nombre de frames par seconde. On peut le choisir, le définir. Et si tu le définis à quelque chose de plus bas que ce que ton CPU peut faire, bah, tu as une forme d'idle en fait entre deux, quoi, en fait. C'est-à-dire, il appelle sa fonction update et puis il attend, je dis n'importe quoi, 3 millisecondes pour pouvoir relancer à nouveau sa fonction update. Il y a ça qui est dans le moteur, ce qui permet en fait de tuner si t'as pas besoin si ton jeu ne nécessite pas un rafraîchissement à 60 FPS, bah tu peux utiliser ce CPU là autrement, en fait. Après, ce que j'ai pas dit aussi, Phaser utilise en fait le Canva ou le WebGL, et ce qui fait qu'en fait, en termes de performance, il peut très vite. Là, j'étais en Canva, hein, j'étais pas en WebGL, mais ça permet aussi d'améliorer assez rapidement les performances en termes de. Si la carte graphique suit dans un navigateur, il y a des gens qui en WebGL font des rendus vraiment de fou en termes de capacité ce taux de rafraîchissement, tout ça. Nos CPU peuvent en bouffer bien plus que ce qu'on prend, mais souvent, vraiment. C'est même si je sais que ça peut paraître beaucoup, en fait, 30 ou 60 clics par seconde, mais en vrai, on les fait, quoi. Alors après, on sait, avec notre projet de MMO, on sait le faire plier aussi, mais et c'est là qu'après, il y a une phase d'optimisation qui est importante et intéressante, en fait. Merci. Peut-être. Je lui pépé derrière. Oui. Je peux pas, j'ai meet-up. Mon dernier mardi du mois est réservé. La FUP Nantes m'invite à son meet-up. Je vais apprendre, découvrir et rencontrer. Ça parle API, plateforme, Symfony, DDD, Clean Code et Green It. J'en apprends à chaque fois. C'est fait pour toi et moi. Je peux pas, j'ai meet-up. Mon dernier mardi du mois est réservé. La FUP Nantes m'invite à son meet-up. Je vais apprendre, découvrir et rencontrer. Autour d'une collation et d'une boisson, je discute avec les participants et les speakers. Ça me donne envie d'en savoir plus. La prochaine fois, ça sera peut-être moi le speaker. Je peux pas, j'ai meet-up. Mon dernier mardi du mois est réservé. La FUP Nantes m'invite à son meet-up. Je vais apprendre, découvrir et rencontrer. Autour d'une collation et d'une boisson, je discute avec les participants et les speakers. Ça me donne envie d'en savoir plus. La prochaine fois, ça sera peut-être moi le speaker. Je peux pas, j'ai meet-up. Mon dernier mardi du mois est réservé. La FUP Nantes m'invite à son meet-up. Je vais apprendre, découvrir et rencontrer. Je peux pas, j'ai meet-up. Mon dernier mardi du mois est réservé. La FUP Nantes m'invite à son meet-up. Je vais apprendre, découvrir et rencontrer.